Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de mai. Oui, oui, du mois de mai. Je suis très à la bourre, mais pas encore assez pour que cette vidéo ne soit plus d'actualité puisqu'on est encore au mois de mai, donc j'ai encore le droit de la faire. Et je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties en mai et qui ont attiré mon attention. Et je vous préviens, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans ma dernière vidéo sur Solo Leveling, si vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien dans le petit i, je vous disais que j'avais des problèmes de santé et que je savais pas quand est-ce que je pourrais retourner ma vidéo. Et j'ai pas été très maligne puisque j'ai choisi de faire une vidéo What's New qui est la vidéo qui me prend le plus de temps à écrire et à tourner et à monter puisque c'est mes vidéos les plus longues et que comme je suis très bon public, il y a beaucoup de mangas qui m'intéressent et du coup ça me prend beaucoup de temps de faire des résumés quand j'ai lu les mangas ou de chercher des informations sur internet pour vous parler de mangas un petit peu plus que le petit résumé qu'on a à chaque fois avant la sortie d'un titre. Et du coup c'est très long et j'ai pas été la moitié d'une imbécile, j'ai décidé de faire cette vidéo là, donc ça fait plusieurs semaines que je suis dessus puisque je peux pas tout le temps lire ou écrire et du coup j'arrive vachement tard dans le mois de mai avec ma vidéo. Au lieu d'être le premier mercredi du mois, je suis le dernier dimanche du mois. Mais il y a une raison, je vais vous parler aujourd'hui de 27 titres, c'est énorme, et je crois que je vais vous en présenter 15 parce que du coup comme on est à la fin du mois, il y en a beaucoup que j'ai déjà lus. Je vais donc commencer sans plus de blabla et sans plus tarder puisque ça va être très long. N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à boire ou à manger. Allez plutôt chercher quelque chose à manger parce qu'à boire c'est pas très intéressant, mais à manger c'est vraiment très cool. Et le premier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Découvrir Tokyo en manga. C'est un one shot qui est sorti aux éditions Petit à Petit. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition, mais du coup j'ai hâte de la découvrir. Le titre va coûter 20 € puisque c'est un grand livre et c'est pas vraiment un manga, c'est plutôt un espèce de guide touristique qui raconte aussi des histoires. En fait on va avoir le point de vue de 16 japonais différents qui vont nous faire découvrir Tokyo quartier par quartier. Leurs histoires sont ponctuées d'informations, d'adresses et de conseils que j'ai hâte de pouvoir mettre en application dans les rues de Tokyo, mais c'est pas pour tout de suite. Mais franchement j'en peux plus, j'ai vraiment très hâte de retourner au Japon. J'y ai pas mis les pieds depuis mai 2019 et ça me manque vraiment. Je suis amoureuse de ce pays et donc j'espérais pouvoir y aller tous les ans, mais c'est pas pour maintenant. Il y a un virus qui s'est mis en travers de moi et du pays que j'aime vraiment beaucoup, et donc je prendrai ce livre quand je pourrai retourner au Japon parce que pour l'instant j'ai pas envie non plus de me faire du mal à lire des choses que je peux pas aller voir. Je vais vous parler maintenant des titres qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà, et je commence par le light novel de Demon Slayer qui est La Fleur du Bonheur, qui est sorti ce mois-ci et qui va se passer au même moment que l'histoire principale. On va retrouver nos 4 acolytes qui se sont arrêtés dans un petit village pour faire soigner leurs blessures après des missions, et ils vont assister à un mariage. Et là il y a Tanjiro qui va se prendre à rêver de leur avenir et de l'avenir qu'aurait pu être celui de sa sœur si elle n'avait pas été un démon, ou peut-être l'avenir qu'elle aura si il arrive à la retransformer en humaine. J'ai découvert Demon Slayer en début d'année, 1000 ans après tout le monde, et franchement j'ai adoré. J'avais les 15 titres qui étaient sortis à l'époque et j'ai tout lu en moins d'un week-end. Et du coup j'ai envie de m'intéresser à ce light novel qui va permettre d'avoir des petites histoires supplémentaires. C'est toujours agréable quand on aime bien les personnages de les retrouver sous un autre format. Et puis je sais que la série est finie au Japon, donc je pense qu'elle finira dans quelques temps en France, et donc du coup ça va prolonger un peu le plaisir. Après je vais pas le lire maintenant parce que les light novels c'est beaucoup plus long à lire que les mangas et j'ai déjà beaucoup de mangas à lire. Je me dis que je vais pas l'acheter maintenant, et en même temps il y a un petit coffret qui est sorti avec le tome 17 et il est encore disponible chez mon libraire, donc à chaque fois que je le vois j'hésite, mais bon on verra bien. Mais pour l'instant j'ai pas encore craqué. Les 2 titres suivants dont je vais vous parler sont publiés chez Glénat dans leur collection Ghibli. Il y en a déjà 3 de sortis: Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke, et cette fois-ci c'est Le château dans le ciel qui est sorti. Alors il y a plusieurs formats qui sortent en même temps à chaque fois. Là c'est l'anime comics qui reprend toutes les images du film pour nous raconter toute l'histoire. Il y a aussi un format artbook. Alors là c'est pas Le château dans le ciel parce que je l'ai pas encore acheté, mais c'est celui de Princesse Mononoke. Et il y a aussi un album illustré. Je pourrais pas vous donner un avis sur les albums illustrés parce que j'en ai jamais pris un, mais par contre sur l'anime comics, vu que je les ai tous, je peux vous dire que ça reprend vraiment toutes les images du film et ça nous raconte toute l'histoire. Mais je conseillerais quand même d'avoir vu le film d'animation avant. Je pense que c'est très bien pour les fans, mais je pense pas que c'est le meilleur médium pour découvrir l'histoire. En ce qui concerne ce format là, c'est vraiment un espèce d'artbook, et à l'intérieur on a des images, des croquis de réalisation avant, on a des informations sur comment faire un film d'animation. Enfin ça change forcément à chaque fois puisque c'est sur un film d'animation différent.
mais c'est vraiment très très bien aussi. Ils sont très très beaux, ils sont très très grands, mais ils sont un petit peu chers, ils coûtent 25 euros. L'autre je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'est 15,50 €. Personnellement je suis fan des studios Ghibli et donc c'est un plaisir à chaque fois, je me régale de redécouvrir les histoires ou de découvrir des informations supplémentaires sur les films d'animation, et je pense que si vous aussi vous êtes fan, eh bien vous devriez jeter un œil à cette collection. Le titre suivant n'est pas vraiment une suite de série, mais comme l'auteur a déjà publié un titre un petit peu dans le même genre, dans la même maison d'édition, eh bien je vous le présente ici. C'est Apprendre à dessiner les mangas par le dessinateur de One Punch Man. Il avait déjà sorti chez Kurokawa les bons petits plats d'un mangaka, et donc en fait c'est un petit peu raconté de la même manière les deux. Dans le premier one shot, Murata Yusuke nous proposait de découvrir ses recettes de cuisine, mais c'était pas purement un livre de cuisine, c'était plutôt une histoire qui était ponctuée de recettes de cuisine, et cette fois-ci c'est encore pareil, il nous raconte une histoire, il nous raconte l'histoire de Murata Yusuke, un dessinateur de manga qui un jour va voir son éditeur débarquer et lui demander de lui apprendre à dessiner des mangas. Il veut connaître toutes les ficelles du métier, et s'il fait ça, c'est pas parce qu'il a une super histoire à raconter, non non non, c'est parce qu'il a envie de devenir riche et célèbre très rapidement. Comme si être mangaka c'était si facile. Une fois de plus, l'auteur utilise l'humour pour nous raconter plein d'anecdotes sur le milieu, mais aussi nous raconter un petit peu son histoire. Si vous avez déjà lu le one shot où il nous donne des recettes de cuisine, vous devriez fortement apprécier celui-ci, et si vous avez envie d'apprendre à dessiner des mangas, eh bien ça peut vous intéresser aussi. Personnellement, je n'ai pas eu une grande révélation, je n'ai pas tout d'un coup envie de dessiner des mangas, d'ailleurs j'en ai pas les capacités parce que je suis une grosse quiche en dessin, mais c'était quand même très intéressant. On voit tout le processus qu'il y a dans un dessin, de la création des personnages à leur expression en passant par la forme des visages, etc. Il y a plein de petites astuces qui sont données, et du coup c'était super cool à découvrir, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. On passe maintenant à un autre titre qui est un spin-off d'une série déjà publiée chez Glénat, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. C'est un seinen qui est encore avec 6 tomes, et c'est Parasite Reversi. Pour ceux qui étaient tristes que Parasite soit terminé, vous pouvez ranger vos mouchoirs puisqu'il y a déjà un spin-off, et franchement il est plutôt cool. Ce titre commence à peu près au même moment que la série principale. L'existence des monstres n'est pas encore connue et encore moins révélée au grand public, ce qui permet aux parasites de se baffrer de chair humaine. Ceux qui ne connaissent pas la série principale ne savent peut-être pas ce que c'est un parasite, donc je vais l'expliquer brièvement. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais comme leur nom l'indique, eh bien les parasites ont besoin d'un hôte pour pouvoir survivre, et donc il y a des entités qui sont venues sur Terre, on ne sait pas comment, mais qui ont réussi à pénétrer dans le corps de certains humains et à coloniser leur cerveau, et du coup ils ont pris la place des humains, mais eux se nourrissent principalement de chair humaine. Dans la série principale, le héros a un parasite en lui, mais qui a seulement colonisé son bras, et ici, eh bien, le héros ne va pas du tout avoir de parasite. Enfin, pas dans le tome 1. Et ce héros, il s'appelle Tatsuki, c'est un lycéen qui a malheureusement pour lui assisté au meurtre de ses camarades de classe, et pendant l'interrogatoire, l'inspecteur qui est en charge de ce dossier, eh bien, va sentir que le garçon ne dit pas tout. On va très vite comprendre qu'il a sûrement assisté au repas d'un parasite, et du coup il peut rien dire, puisque comme l'existence de ces êtres n'est pas connue, eh bien il passerait sûrement pour un fou. L'inspecteur Fukami ne va pas le lâcher, il sent qu'il y a un petit dossier derrière et que le gamin eh bien, pourrait bien révéler des indices, et eh bien, en fait en faisant son enquête, il va très vite lui aussi apprendre l'existence des parasites. Cette révélation va en même temps le faire progresser dans son dossier, mais en même temps ça va lui compliquer la tâche, puisque comment il peut faire pour enquêter dans un monde où tout le monde ignore le danger qui menace? Eh bien pour le savoir, il faut lire ce tome 1. Enfin, un petit peu plus que le tome 1. J'avais un peu peur que ce tome 1 soit très moyen, une pâle copie de la série précédente, et ce n'est pas du tout le cas, j'ai été agréablement surprise. C'est dans le même esprit que la série principale, mais ça apporte quelque chose de différent. On va retrouver des personnages de la série d'avant, mais le personnage de Tatsuki, qui est totalement différent du héros de la série précédente et qui n'a pas les mêmes problématiques, eh bien va vraiment apporter quelque chose de neuf, un nouveau point de vue, et ça j'ai bien aimé. J'espère que la suite sera à la hauteur et j'ai hâte de la découvrir pour que certains mystères se lèvent. Le titre suivant est un one-shot qui est publié chez Kana et que j'attendais avec impatience, c'est Death Note Short Stories. Death Note, c'est le manga que j'ai lu et qui m'a fait aimer les mangas et tomber dans cet univers, donc autant vous dire que j'avais beaucoup d'attentes sur ce one-shot et que j'étais très impatiente de le découvrir. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que j'ai attaqué ce titre qui regroupe plusieurs histoires. La plus longue fait 85 pages, et après on en a deux autres plus petites. On a aussi une histoire qui parle de elle, et comme c'est mon personnage préféré, eh bien j'étais très contente de le revoir. Bon après c'est pas très long le moment sur lui, mais c'était quand même très satisfaisant. Et puis on a aussi des petits gags en 4 cases qui nous permettent de revoir elle, Light et Misa. Et pour moi, le personnage principal de ce one-shot, c'est Ryu, qui est quand même omniprésent. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Moi, personnellement, j'ai été
conquise, mais je pense que je suis pas objective et le seul défaut que je pourrais trouver à ce one shot, c'est qu'il est pas assez long. J'avais encore envie d'être dans l'univers de Death Note et ça m'a pas rassasié. Je me suis dit que peut-être du coup je pourrais relire la série, mais je pense qu'il faut plutôt que je descende ma pile à lire, même si j'ai très envie de retrouver les personnages. Et autre chose aussi, ça donne quand même très envie de découvrir d'autres possesseurs du Death Note. J'adore tenter de découvrir ce que les personnages vont faire. J'aime beaucoup en fait essayer de deviner où l'auteur va en venir. Des fois je mets en plein dans le mille et des fois je suis complètement à côté de la plaque, mais c'est à chaque fois un plaisir de découvrir. J'adore la manière d'écrire de cet auteur et donc du coup pour moi c'est vraiment un gros oui pour ce petit one shot qui permet de se replonger un petit peu dans l'univers, même si je pense que certains seront peut-être un peu déçus, mais ça n'a pas du tout été mon cas. Moi je suis trop contente et tout ce que je voudrais c'est qu'il y en ait encore d'autres. Je passe maintenant aux mangas que j'ai déjà lus et qui sont pas des suites, et je commence avec 008 Apprenti Espion, qui est un shonen publié chez Kurokawa et la série est en cours avec 12 tomes. Si vous êtes fan d'histoire d'espionnage, je vous recommande fortement de vous intéresser à ce titre. On va faire la rencontre de Eight, un jeune garçon qui vient d'apprendre qu'il a été refusé dans tous les lycées où il avait passé le concours, mais il va avoir la chance de se voir offrir une bourse pour un lycée pour lequel il n'avait même pas postulé. On pourrait se dire petit chanceux, mais attendez la suite. Cette admission sortie de nulle part est un peu étrange, mais le garçon n'a pas d'autre choix que de l'accepter s'il veut poursuivre ses études. Seulement, il va se rendre compte dès le premier jour que ce lycée n'a rien d'ordinaire. Il s'agit en fait d'un centre de formation d'agents secrets. Lâché du jour au lendemain dans un milieu qu'il ne connaît pas du tout, il va devoir faire rapidement ses preuves au milieu de ses camarades et de ses profs aguerris déjà à de nombreuses techniques d'espionnage. Ce challenge va lui paraître dans un premier temps impossible à surmonter, mais sa motivation va être décuplée quand il va savoir que grâce à ce lycée, il va pouvoir en apprendre plus sur son père. J'ai trouvé ce premier tome sympa et très dynamique. J'ai bien aimé la personnalité de Eight. Il est un petit peu considéré comme un pistonné parce qu'il n'a pas passé les concours pour rentrer dans ce lycée, donc du coup ses camarades sont un petit peu pas contents et le font beaucoup sentir, mais il se laisse pas démonter et lui il a des valeurs qui sont très différentes de ce qu'on attend d'un espion. Il a un fort esprit de camaraderie, donc il veut laisser personne sur le carreau et en fait ça colle pas trop avec normalement le job d'un espion, mais là il va réussir quand même à faire quelques prouesses qui vont lui valoir quelques amitiés et il va être très content. J'ai bien aimé aussi l'héroïne qui est ultra badass et en plus elle a toujours une petite chouette sur son épaule et moi j'adore les chouettes, donc du coup c'est un petit point bonus pour elle. Par contre petit bémol, c'est que normalement elle est en première année de lycée, donc j'imagine qu'elle a 15, 16, 17 ans maximum, et elle est quand même ultra sexualisée. On le voit tout de suite sur la couverture, elle a des boobs immenses, on voit souvent des trucs en contre-plongée avec sa jupe et tout ça. Bon, c'était pas obligé, franchement moi ça m'a rien apporté pour l'histoire, ça m'a pas dérangé outre mesure, mais je le précise parce que en fait il y a une fois de plus une héroïne qui est super badass mais super bonne aussi, et donc du coup on est encore un petit peu dans le cliché de la fille avec des gros seins, etc. Je sais pas si c'est moi, mais je suis de plus en plus sensible quand même à ce genre de choses. Je trouve en fait qu'avant je le remarquais pas forcément et que ces derniers temps je remarque quand même beaucoup quand il y a une fille qui est hyper sexualisée pour son âge. Voilà, alors c'est peut-être parce qu'on en parle de plus en plus et c'est bien. Bon après ça m'empêche pas de lire les mangas et là ça m'empêchera pas de lire la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1 et je pense que la suite sera dans la même veine et j'ai hâte de la découvrir. Le titre suivant, je ne l'ai pas en format papier, je l'ai lu en PDF, mais ça va pas m'empêcher de vous en parler. C'est un petit shonen publié chez Nobinobi, il est terminé en 4 tomes et c'est Power Game Adventure. Dans ce titre, on suit un petit garçon fan de jeux vidéo qui s'appelle Skill. Son prénom prédéterminait donc sa destinée puisque c'est un gamer hardcore, il est très doué à tel point qu'aucun jeu vidéo ne lui résiste. Les jeux monopolisent tellement son attention qu'il ne peut pas s'empêcher de sortir sa console même en classe. Un jour dans un magasin, il va tomber sur une cartouche de jeu vidéo qui va changer son quotidien. Cette cartouche va le propulser dans une aventure palpitante pour un gamer puisqu'il va pouvoir affronter dans la réalité les ennemis qu'il a l'habitude de croiser in-game. Loin de l'effrayer, cela va le stimuler et il va faire tout son possible pour gagner la partie. Avant de lire le titre, j'étais vraiment dubitative avec le côté jeu vidéo et mix de la réalité, mais en fait c'est un petit peu comme un isekai inversé puisque c'est les monstres des jeux vidéo qui vont popper dans la réalité et j'ai trouvé ça marrant. Et en plus de ça, c'est bourré de références à l'univers du gaming, on a des références à Mario, à Splatoon, je vous laisserai découvrir par vous-même les autres, mais du coup c'est bien foutu et ça fait plaisir d'avoir toutes ces petites refs à droite à gauche. Comme la série est terminée en 4 tomes, je pense que ça va pas avoir le temps de devenir redondant dans les gags et dans les références et du coup je pense que je lirai cette série
jusqu'à la fin. Je passe au titre suivant qui est un seinen publié chez Kana. C'est un one-shot qui s'appelle Ivre du Japon et il coûte 15 €. Ce titre nous propose de suivre Karen, une Française de 26 ans qui va tomber amoureuse du Japon lors de son premier voyage en 1999. Dès son arrivée, elle va subir un choc culturel qui va la bouleverser et à son retour en France, elle va tout faire pour pouvoir retourner au Japon le plus vite possible et pour ça, elle va apprendre le japonais. Grâce à son métier de journaliste, elle va pouvoir dans un premier temps faire des allers-retours entre la France et le Japon et écrire des articles sur la technologie au Japon qui est très en avance sur la France à cette époque. Et du coup, eh bien, au fil du temps, plus elle va aller au Japon, moins elle va avoir envie de revenir et elle va finir par s'installer là-bas. J'ai bien aimé ce titre et j'ai trouvé ça très intéressant de voir un petit peu le Japon des années 90 avant toute la hype qu'il y a actuelle, puisque maintenant c'est la grosse mode d'aller au Japon et je fais partie des gens qui font partie de cette mode, puisque la première fois que j'y étais c'était en 2018, mais du coup je connais des gens qui y ont été dans les années 90 et qui disent que vraiment le choc culturel était vraiment intense et qui sont tombés amoureux du Japon tout de suite et que maintenant quand ils y vont, ils ne retrouvent pas forcément la même ambiance, etc. Et du coup, c'était intéressant de voir un petit peu les différences culturelles qu'il y avait à l'époque, qu'il n'y a pas forcément maintenant. Et j'ai adoré. Et en plus, il faut savoir que c'est une histoire vraie, puisque l'auteur, en fait, eh bien, il nous raconte la vie de sa femme. Ça permet au titre d'être ponctué d'anecdotes, et d'anecdotes plutôt marrantes. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai beaucoup aimé découvrir ce Japon des années 90 et de voir l'histoire de cette femme. Ça m'a donné énormément envie de retourner au Japon, mais vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et si vous aussi, vous aimez bien découvrir un petit peu le Japon et un petit peu de manière différente de ce qu'on voit d'habitude dans les mangas, quelque chose de beaucoup plus réaliste, eh bien je vous recommande de jeter un œil à ce titre. Le titre suivant, je l'ai lu aussi, mais je l'avais en PDF et pas en format papier, donc du coup, eh bien c'est pareil que tout à l'heure, je vais vous le présenter, mais je ne l'aurai pas dans mes petites mains. Le titre est publié chez Kana, c'est un seinen qui est en cours avec 7 tomes, et le titre, attention à mon super accent anglais, c'est Bucket List of the Dead. Sachez que ça fait 15 fois que je redis cette phrase parce que je n'arrivais pas à la prononcer. Akira, le personnage principal de cette histoire, avait de grands projets pour sa carrière professionnelle et sa vie d'adulte, mais c'était sans compter sur le monde impitoyable de l'entreprise. Depuis 3 ans dans la même boîte, il a revu depuis longtemps ses exigences à la baisse et il survit au jour le jour. Et comme si c'était pas suffisant, sans crier gare, il va y avoir une invasion de zombies. Mais loin de terrifier notre héros, il va vivre cela comme une renaissance. Enfin, il a l'impression de sortir la tête de l'eau et de pouvoir respirer. Il va prendre le temps de ranger son appartement ou encore d'admirer les couleurs du monde qu'il avait presque oubliées. Le bleu du ciel, le rouge du sang de ses voisins, tout le met en joie. Dans ce contexte, il se rend compte à quel point il s'était oublié et il va décider de rédiger la liste des 100 choses qu'il doit faire avant de mourir. Numéro 1, déclarer son amour à la fille sur laquelle il a un crush. Elle s'est transformée en zombie ? Qu'à cela ne tienne, il va quand même déclarer son amour à la fille transformée en zombie. Il rêvait de rouler en moto ? Il n'y a plus aucun flic pour l'arrêter, donc c'est parti. Bref, je dois vous dire qu'il s'éclate, et dans ce monde où tout le monde est terrifié à l'idée de mourir et d'être mangé par un zombie, eh bien lui, il affiche le sourire du mec bien dans ses pompes qui est content de vivre. Franchement, ce titre est génial, j'ai adoré et je l'ai trouvé vraiment trop drôle. J'ai beaucoup aimé l'humour et le côté un petit peu YOLO du héros qui n'a vraiment plus rien à perdre, qui se moque de tout et qui se rend compte en fait, grâce aux zombies, à quel point sa vie avant puait la merde. J'ai pas d'autres mots pour l'exprimer parce que quand tu trouves que ta vie elle est mieux quand il y a une invasion de zombies que avant, c'est vraiment que ta vie d'avant, elle puait le caca. Et du coup qu'il a cette révélation, eh bien il devient complètement un autre homme et je trouve ça vraiment très cool et ça m'a même donné envie de moi aussi faire ma liste des 100 choses que j'ai envie de faire avant de mourir. Bon, je vous avoue que je l'ai pas encore fait parce que 100 ça fait quand même beaucoup, j'ai commencé à faire dans ma tête et je sais pas si j'arriverai à 100. En tout cas, j'ai trop hâte de lire la suite, je vous recommande fortement ce titre qui est un de mes gros coups de cœur de ce début d'année. Je passe immédiatement au titre suivant, je ne l'ai pas non plus en format papier, c'est un titre de chez Kana qui est en cours avec 4 tomes, c'est un seinen et attention la prononciation, c'est Kowloon générique romance et je suis même pas sûre que ça se prononce comme ça. Dans ce titre on suit le quotidien de Kujire et Kudo qui sont 2 employés d'une agence immobilière dans la ville de Hong Kong dans le quartier de Kowloon. On imagine qu'on est dans le futur puisqu'un quartier ultra moderne est en train d'être créé et construit dans le ciel. Nos 2 héros sont avant tout des collègues mais on sent qu'ils ont quand même une relation forte même s'ils se parlent peu et qu'ils ont des caractères assez opposés. Elle est curieuse de tout et très ouverte à la nouveauté alors que lui vit beaucoup dans le passé et est très nostalgique. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais même avant que ça soit exprimé, on va sentir qu'il y a une proximité entre les 2 personnages et ça s'avère vrai puisque très rapidement la jeune femme va se rendre compte qu'elle a un attachement très fort
pour Kudo. Elle ne sait pas si ça va être possible, elle ne sait même pas si c'est réciproque puisque Kudo semble vraiment hanté par son passé et donc elle sait même pas si elle a une place dans sa vie. D'ailleurs, le passé, il est empli de mystères et il va s'avérer peut-être très rapidement bien plus intéressant qu'on pourrait le croire au premier abord. C'est un manga qui est très intrigant, déroutant et même envoûtant et ça m'a donné envie d'aller me balader dans le quartier où les deux protagonistes habitent. Alors c'est un quartier qui a réellement existé dans Hong Kong mais il n'existe plus à l'heure actuelle, il a été rasé pour laisser place à un parc parce que c'était un vrai coupe-gorge, c'était un quartier très mal famé. De toute façon, c'était dans le quartier du manga que j'avais envie de me balader, même s'il est très bien fait apparemment du point de vue architectural, c'est très bien retranscrit et c'est aussi un petit peu mal famé dans le manga, mais bon, j'avais pas envie non plus d'aller dans le quartier et de me faire attaquer dans la réalité quoi. Mais c'est pour vous dire à quel point l'ambiance est vraiment bien faite et très immersive. Vous l'aurez peut-être compris quand j'ai dit qu'il y avait un quartier dans le ciel, on est dans le futur mais aussi on est dans un petit peu de la science-fiction et ça va en fait être un mix de tranches de vie et de science-fiction, j'ai l'impression, parce que je crois que ce côté science-fiction va arriver peu à peu dans l'histoire. Pour l'instant dans le tome 1 c'est pas très présent mais c'est une impression que j'ai donc je vous la retransmets et ça va beaucoup me plaire puisque je ne m'attendais pas du tout à la fin de ce tome et j'ai été sur les fesses et maintenant j'ai envie de lire le tome 2. J'ai envie de le lire immédiatement mais il va falloir que je sois patiente. Mais franchement, cette histoire est enivrante, elle est très belle et c'était une superbe découverte. Je passe au titre suivant qui est The Witch and the Beast qui est publié chez Pika. C'est un seinen et la série est en cours avec 8 tomes. On change totalement d'univers, cette fois-ci on est dans un univers qui est magique et on va suivre Ashaf et Guido qui sont deux membres de l'ordre de l'Écho Noir. Il s'agit d'une organisation occulte qui s'occupe de tout ce qui représente un danger d'origine magique. Ses membres utilisent la magie contre la sorcellerie. Ashaf est un magicien de premier ordre qui est très doué, très réfléchi, plutôt posé, ce qui n'est pas le cas de Guido. On ne sait pas exactement qui c'est, quelle est sa fonction, mais on sait qu'une malédiction lui pèse sur les épaules et que son but c'est de retrouver la sorcière qui en est à l'origine. Il souhaiterait la faire disparaître, aussi bien la malédiction que la sorcière. Pour Guido, il est donc question de prendre sa revanche sur les sorcières et c'est une histoire de vengeance que l'on va suivre. C'est la première histoire de l'auteur et franchement c'est un super beau démarrage. Dans ce premier tome, l'intrigue principale est posée et soulève énormément de questions. Comme je l'ai dit, l'histoire se passe dans un univers magique et moi j'apprécie ça fortement et en plus ça se passe à l'époque victorienne qui est une époque que j'affectionne tout particulièrement. La personnalité des personnages est très atypique mais ils sont en même temps complémentaires et ça fait que le duo fonctionne super bien. Les dessins sont très beaux et très détaillées, surtout les scènes de combat qui sont ultra dynamiques, elles sont vraiment époustouflantes, grandioses, je dirais même cinématographiques. C'est pas souvent que je vous fais une analyse si poussée des dessins parce que souvent je les trouve beaux et je ne saurais pas dire pourquoi, mais là il y a vraiment un côté très scénarisé, codifié dans le combat et ça m'a sauté aux yeux. Alors moi je suis pas une experte, quand je vous dis que j'aime bien un dessin, je vous dis que j'aime bien un dessin, point, mais là il y a vraiment quelque chose en plus qui est vraiment interpellant et qui est vraiment super bien fait. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été conquise par ce premier tome et je recommande fortement ce titre aux gens qui aiment bien tout ce qui est magie et histoire de vengeance. On change encore totalement de genre avec le titre suivant qui est un one-shot publié chez Pika, c'est un seinen et je vais galérer pour le titre, c'est The Voices of a Distant Star. Il s'agit de l'adaptation d'une œuvre de Makoto Shinkai, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le mec qui a fait Your Name ou plus récemment Les Enfants du Temps. Comme il sait si bien le faire, il nous propose encore une fois une histoire d'amour et cette fois encore elle est belle mais elle est aussi un petit peu tragique. Il y a forcément quelque chose qui va faire que les deux qui s'aiment ne vont pas pouvoir s'aimer bien tranquillement. Et cette fois-ci, ce sont des années-lumière qui vont séparer les deux amoureux puisque Mikako, l'héroïne, est une jeune fille qui va devoir en fait intégrer une mission dans l'espace pour le bien de l'humanité. Au lieu d'aller au lycée, elle va devoir aller dans un vaisseau et traverser l'univers et elle va donc quitter le garçon qu'elle aime. Dans un premier temps, les deux amoureux vont s'envoyer des messages, mais plus le vaisseau s'éloigne de la Terre, et bien plus les messages mettent du temps à parvenir à leur destinataire. Donc Noboru qui est resté sur Terre va un petit peu se lasser et puis Mikako va se lasser aussi puisque les messages au début mettent des semaines, puis après des mois et à un moment on en est à plus de 6 ans. Donc vous imaginez bien que en fait tu as le temps de refaire ta vie quoi, largement. Quand tu es au lycée, tout va tellement vite que déjà même des semaines il peut se passer tellement de trucs, alors là des mois, des années...
c'est un petit peu compliqué. Mais avec Makoto Shinkai, on sait jamais, est-ce que cette histoire va révéler que l'adage loin des yeux, loin du cœur est faux? Eh bien c'est peut-être le cas. Je vous avouerai que j'ai trouvé que cette histoire n'était pas très réaliste. Alors c'est pas le cas avec Makoto Shinkai, hein, il y a toujours des trucs extraordinaires, mais cette fois-ci c'est plus les sentiments des personnages que j'ai trouvé pas réalistes, la manière dont c'était raconté, pas les événements qui se passent autour d'eux. Après c'est pas forcément gênant, mais du coup ça fait que c'est pas mon histoire préférée de cet auteur et que j'ai largement préféré Your Name ou Les Enfants du Temps. Si vous n'avez pas envie de lire le manga, ça existe en court-métrage et c'est disponible en DVD et en Blu-ray. Par contre je crois que c'est disponible qu'en occasion. Je vous laisserai aller voir sur internet si ça vous intéresse. Peut-être que j'ai fait l'erreur de lire le manga avant de voir le film. D'habitude je fais ça dans le sens inverse et donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins apprécié la lecture, parce que du coup je me replonge pas dans une histoire que je connais déjà. En fait je découvre une histoire et donc c'est pas du tout pareil de la voir en film d'animation qu'en manga. J'ai peut-être fait l'erreur, ne faites pas la même erreur que moi, peut-être regarder le court-métrage avant. En tout cas c'est pas non plus une lecture désagréable, loin de là, c'était un moment sympa de lecture, mais c'est pas mon histoire préférée de cet auteur. Pour le titre suivant, on rechange encore totalement d'univers et pour mon plus grand plaisir, c'est encore un titre en anglais que je vais galérer à dire, d'ailleurs que j'ai galéré, hein. Je vous avoue que ça fait 15 fois que je fais la prise, donc c'est Soul Liquid Chambers. Yeah, j'ai réussi. C'est un seinen qui est terminé en 3 tomes et qui est publié chez Nueve Graphics. Ce manga futuriste se déroule dans un monde dévasté et peuplé de zombies. Le peu d'humains survivants se divise en 2 catégories. D'un côté, les pauvres qui essayent au jour le jour de survivre, et de l'autre côté, les riches qui vivent un petit peu cet apocalypse comme une aventure. Quand ils ne sont pas cachés derrière leur grand rempart qui les protège, ils louent les services de guides en terrain irradiés qui leur permettent de faire des sorties sécurisées à l'extérieur. Le héros de ce manga, Emile, fait partie des meilleurs guides en terrain irradié et c'est d'ailleurs pour ça que Lotte, une riche jeune fille, a loué ses services. Et s'il pensait de prime abord que cette sortie allait être comme toutes les autres, eh bien il s'est mis le doigt dans l'œil très profond. Il va vite déchanter quand il va se rendre compte que sa cliente n'est pas venue à l'extérieur pour se donner des frissons mais qu'elle a un but et qu'elle a une mission de la plus haute importance. Une seule question va alors lui venir en tête, mais qui est donc cette étrange jeune fille? Et pour le savoir, je vous laisserai lire ce manga. Pour moi, ça a été une agréable surprise puisque la couverture me rebutait énormément. Je pensais déjà que le dessin à l'intérieur allait être vraiment pas très beau et c'est pas vraiment le cas, mais surtout c'est encore un corps de jeune fille qui est très sexualisé alors qu'on voit bien qu'elle est un peu prépubère. Alors dans le manga en fait c'est Lotte et Lotte on nous dit qu'elle a sûrement plus de 20 ans en fait puisque dans l'histoire, on comprend que c'est pas une petite fille. Mais au début, elle est quand même présentée comme une petite fille et le héros va un petit peu fantasmer, on va dire, sur elle. J'ai trouvé ça carrément malsain. Bon, passé ce côté, l'aventure avec les zombies et tout ce qui s'ensuit, en fait, c'est très intéressant et on est très vite immergé dans l'histoire et on a envie de savoir, on a beaucoup de questions et il y a aussi plein de sujets qui sont abordés. Mon résumé, vous l'a laissé entendre, mais il y a des questionnements sur les différences entre les riches et les pauvres, sur le côté de survivre ou de vivre, c'est pas exactement la même chose et c'est bien représenté dans le manga. On va voir aussi les rapports de force qui existent avec l'argent et avec le pouvoir et il y a aussi tout un questionnement sur le fait que les hommes veulent devenir immortels. Cette question d'immortalité, elle est omniprésente et elle est vraiment très intéressante. Vous l'aurez compris, le seul bémol, c'est cette histoire de petite gamine qui n'est pas en fait une gamine, mais qui a un corps d'enfant et qui est sexualisée. Je l'ai déjà dit un petit peu avant dans ma vidéo, mais ça commence vraiment à m'interpeller à chaque fois que je lis et je le précise aussi dans mes vidéos parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui détestent ça et qui ne liront pas un manga comme ça, donc comme ça je les préviens. Mais si vous êtes fan d'univers post-apocalyptique et de manga avec des zombies, eh bien je pense que ce titre va vous plaire. Pour le titre suivant, on reste chez Nueve Graphics mais le style est encore très différent, c'est Don't Call It Mysteries, c'est un seinen en cours avec 8 tomes. Le héros de ce titre s'appelle Totono, c'est un jeune étudiant à la fac qui est extrêmement solitaire et amateur de curry. Il a un mode de vie très simple, mais malgré ça, il va se retrouver malgré lui embarqué dans des aventures rocambolesques. Heureusement pour lui, il s'en tire toujours avec brio grâce à son extraordinaire esprit d'analyse. La première histoire à laquelle il va être mêlé est de la plus haute importance puisqu'il va être accusé du meurtre d'un de ses camarades de fac. Il va être interrogé pendant plusieurs jours et grâce à ça, il va pouvoir sympathiser un petit peu avec certains policiers puisqu'ils vont parler d'autres choses et il va leur prodiguer des conseils et grâce aux liens qu'il va créer avec ces policiers-là, eh bien
ils vont pouvoir faire la lumière sur cette affaire. Encore un titre qui sort ce mois-ci et qui est vraiment génial. On a un ton qui est décalé, on a une espèce de tranche de vie avec du suspense et c'est assez fascinant. Et pour moi, eh bien, c'est le truc le mieux qui existe puisque j'adore les tranches de vie et j'adore le suspense et là c'est mixé ensemble, ça pouvait que me plaire. Même si de prime abord, avec la couverture, j'aurais pas forcément dit que ça allait être comme ça, mais en fait, eh bien, j'ai été conquise. J'avais aussi très peur puisque le héros est présenté comme le nouveau Sherlock Holmes et je me disais que c'était quand même peut-être très prétentieux, mais en fait, il y a quand même des ressemblances. Le héros est vraiment très atypique. Il a un caractère qui est très franc, très tranché, et il a un sens de la déduction qui est vraiment fou, et puis il met toujours les pieds dans le plat, il ne prend jamais de pincettes, et il est vraiment en fait brut de décoffrage, enfin je sais pas comment dire exactement, mais il va pas se rendre compte en fait que ce qu'il dit ça peut heurter les gens, il va le dire et il va pas penser aux conséquences, et ça fait un peu penser à Sherlock Holmes quand même. Après la ressemblance s'arrête là, même s'ils sont tous les deux des êtres exceptionnels. En plus de ça, on a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés, on a le thème de la famille, des relations amoureuses, des rapports humains, de la mort, des meurtres, des lois. Bref, vraiment beaucoup de sujets, donc c'est très intéressant, ça rajoute encore des choses au côté enquête et tranche de vie, c'est encore quelque chose qui vient en plus, un côté réflexion. Moi j'aime bien me prendre la tête sur des trucs où j'ai pas forcément les réponses, donc du coup c'est fait encore plus pour moi. Et si comme moi vous aimez bien vous prendre la tête, que vous aimez bien les enquêtes, le suspense et les gens qui ont un grand sens de la déduction, eh bien ce titre est fait pour vous. Je passe au titre suivant qui est l'avant-dernier des mangas que j'ai lu, donc pas l'avant-dernier des mangas que je vous présente aujourd'hui, et la vidéo doit être déjà super longue parce que je commence déjà vraiment beaucoup à fatiguer à vous la tourner, donc du coup je continue et je passe au titre suivant qui est Tetsu et Doberman. C'est un shonen qui est publié chez Doki Doki, la série est terminée en 3 tomes. Ce manga se passe dans un monde où les chiens sont devenus bien plus que le meilleur ami de l'homme. Ils ont désormais une forme hybride à mi-chemin entre le chien et l'homme, et ces toutous appelés limiers sont encore plus spéciaux que vous pouvez l'imaginer. Ils ont des sens développés à l'extrême qu'ils peuvent mettre en commun avec leur maître le temps d'un combat et ça rend leur maître surhumain. Il y a 13 ans, le meilleur chasseur, Big One Kurogane, faisait équipe avec le meilleur limier, Doberman, mais depuis que le héros est mort, plus personne n'a vu son fidèle toutou. Mais c'est sur le point de changer puisqu'un jeune orphelin, Tetsu, va croiser la route de ce redoutable combattant avec qui il va rapidement faire équipe. Il n'y a pas beaucoup plus à dire sur l'histoire, donc je m'arrête là, mais sachez que j'ai trouvé ce premier tome vraiment sympa. L'idée est vraiment originale aussi de prendre des chiens et d'en faire des créatures mi-chien, mi-homme qui peuvent communiquer et tout ça, j'avais jamais vu, donc c'est vraiment cool. Les dessins sont sympas, et puis l'intrigue se met très rapidement en place, il n'y a que 3 tomes, donc il faut que ça aille vite, il faut que ça soit dynamique, c'est le cas. J'espère juste qu'on aura les réponses à toutes les questions qu'on se pose parce qu'il y a pas mal de machinations et tout ça dans ce monde et on a envie de savoir eh bien ce qu'il en est. J'ajouterai juste une dernière anecdote, il faut savoir que l'auteur de ce manga c'est l'auteur de Bushimaru Chaos qui est aussi publié chez Doki Doki et dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, et le héros de ce manga en fait il n'arrête pas de renifler l'odeur d'une fille. En fait, il essaye de retrouver une fille et il sniffe son odeur comme un chien. Et je me rappelle avoir dit à l'époque que c'était un toutou ce mec. Et du coup, l'auteur fait une autre série. Et là, il y a vraiment un toutou. Donc je trouve ça trop cool. Enfin, le mec a été au bout de son idée, quoi. Au lieu de faire un humain qui reniflait les odeurs, il s'est dit oh, je vais carrément mettre un chien parce que ça sera plus clair, ça sera plus... les gens vont mieux comprendre. Mais en fait, on avait déjà compris dans la série précédente que c'était un toutou, le mec. Moi, ça me fait rigoler. Je sais pas si ça vous fera rire, mais en tout cas, j'espère que cette série sera meilleure que la précédente parce que c'est quand même une série qui m'avait un petit peu déçue. J'espère que l'auteur aura eu un petit peu plus de flair avec cette série. Ouais, je sais, elle est pas terrible, mais que voulez-vous, moi je suis crevée, ça fait déjà 2 heures que je tourne des vidéos, donc voilà, j'avais envie de la faire, je vous l'ai faite. C'est cadeau. Le dernier titre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un one-shot qui est publié chez Futuropolis, c'est L'attente, c'est un manhwa et je crois qu'il coûte 26 €. À 92 ans, Guija est une vieille mamie coréenne qui n'a pas beaucoup d'attentes dans la vie, mais elle nourrit encore un souhait dans lequel elle place tous ses espoirs. Le gouvernement coréen a mis en place un programme pour aider les familles qui ont été séparées à cause de la guerre dans laquelle s'est séparée la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et le rêve de cette petite mamie coréenne, c'est de retrouver son fils qu'elle n'a pas revu depuis des décennies. Dans ce titre, on va suivre un petit peu son quotidien de mamie, mais elle va raconter aussi toute sa vie à sa fille, et donc on va voir bien comment elle était quand elle était enfant, qu'elle a été mariée avec un homme, qu'elle a eu un fils puis une fille, et puis pendant bien en fait l'exode quand ils ont essayé
essayé de fuir la guerre. Ils ont été séparés, son mari était avec son fils, elle était avec sa fille et elle ne les a jamais revus. Elle ne sait pas s'ils sont vivants, elle ne sait pas s'ils sont en Corée du Nord, mais elle nourrit qu'un rêve en fait, et bien revoir son garçon tant qu'elle est en vie. Ce titre n'est pas un récit autobiographique, l'auteur n'a pas vécu la guerre, bien que sa maman en fait ait vécu cette guerre. Elle a pris un petit peu du témoignage de sa maman et puis elle a interviewé plein d'autres femmes et elle a fait un mix pour nous raconter cette histoire. Donc cette histoire, c'est pas l'histoire de quelqu'un, mais c'est tellement bien fait que c'est très très émouvant et que eh bien on aurait l'impression que c'est très très possible. Vous vous imaginez bien que c'est poignant et puis on apprend aussi beaucoup de choses. Alors moi je suis pas du tout experte en histoire et encore moins en histoire de la Corée, donc je savais même pas quand est-ce que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont été séparées exactement, je savais pas vraiment les raisons. Je sais pas pourquoi j'imaginais que c'était en fait à la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais en fait non, c'est après. Et du coup, bah, on apprend beaucoup de choses. Et en fait, c'est très bien d'avoir un témoignage de ça, puisque toute cette génération qui a vécu ça, bah, en fait, va sûrement bientôt mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont très vieux. Là, la mamie, elle a 92 ans. Bon, même si elle n'existe pas, mais du coup, ça veut dire que c'est un petit peu cette génération-là. Et du coup, eh bien, c'est bien qu'ils retransmettent un petit peu ce qu'ils ont vécu, et on imagine bien qu'au bout d'un moment, en fait, eh bien, il n'y aura plus de lien du tout, puisque eux se rappellent encore des gens qui sont coincés en Corée du Nord, mais quand ces gens-là seront morts, bah, en fait, peut-être que les familles pourront jamais se retrouver et ne sauront même pas qu'elles ont une famille de l'autre côté, quoi. Donc j'ai vraiment été très émue, ça s'entend encore dans ma voix quand j'en reparle, je trouve, et je vous recommande fortement ce titre si vous vous intéressez un petit peu à la Corée, à son histoire. Je pense que ça vous plaira. En plus, c'est une auteure qui a fait déjà un autre titre un petit peu dans le même genre, où elle a recueilli plein de témoignages, c'est pareil, mais là c'était sous l'occupation japonaise, donc quand les Japonais ont occupé la Corée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a pris des témoignages de femmes qui ont été en fait forcées à se prostituer, on va dire ça comme ça, en fait qui ont été violées par des Japonais, hein. Et du coup ça s'appelle Les Mauvaises Herbes et c'est aussi une histoire très poignante et très bien faite, et du coup je vous recommande les deux. Après ce moment qui m'a émue, je passe sans plus tarder au manga dont j'ai lu un extrait. Ce mois-ci il n'y en a qu'un, c'est un titre de chez Akata, c'est un shoujo qui est en cours avec 4 tomes et c'est A Sign of Affection. Décidément il y a beaucoup trop de titres en anglais ce mois-ci, vous profitez beaucoup trop de mon superbe accent. L'héroïne de ce titre, Yuki, est sourde, mais malgré son handicap, elle vit sa vie d'étudiante comme ses amis dans un quotidien qu'elle s'est construit et qu'elle aime. Sa rencontre avec Itsuomi, un jeune homme qui a déjà baroudé et arpenté le monde, va la bouleverser. On imagine qu'il va y avoir de la romance dans l'air, mais on n'en sait pas plus avec l'extrait que j'ai lu il y a déjà un moment, et je vous avoue que j'avais hâte que le manga sorte. C'est vraiment très cool en plus, puisque le manga Perfect World, qui est un autre manga qui parle de romance et de handicap, se termine ce mois-ci, et donc on repart avec un autre. Si vous ne connaissez pas Perfect World, je vous mettrai dans le petit i parce que je l'ai présenté sur ma chaîne, c'est un manga qui est vraiment génial. Je trouve vraiment ça très cool de la part d'Akata de nous sortir des titres de romance mais qui changent un peu de l'ordinaire et qui présentent des personnages qui ne sont pas valides, puisque ça ne se fait pas si souvent, et je trouve ça bien qu'on diversifie un petit peu l'offre, et Akata fait ça admirablement bien, et donc je les remercie de faire ça s'ils voient ma vidéo un jour. J'espère comme Perfect World que ce titre transcendra la différence et le handicap, et j'ai très hâte de lire le premier tome. Je passe maintenant à mon chouchou couverture du mois qui est Insomniac, un seinen qui est publié chez Soleil Manga en cours avec 6 tomes. À cause de ses insomnies et de la fatigue, Ganta est souvent de mauvaise humeur, ce qui lui joue des tours dans ses relations sociales. Il va faire la rencontre d'Isaki, une jeune fille insomniaque elle aussi. Ensemble, ils vont se reposer en cachette dans la salle d'astronomie, et grâce à la proximité que leur confère cette salle, eh bien il semblerait qu'ils arrivent tous les deux à trouver le sommeil. Je n'en sais pas du tout plus avec le résumé, je n'ai pas trouvé d'autres informations. Tout ce que je sais, c'est que c'est par l'auteur de La Fille du Temple au Chat, une autre série que j'ai déjà présentée sur la chaîne, donc ça sera dans le i ou en barre d'infos, et c'est une série que j'avais beaucoup aimé, c'était un coup de cœur, et du coup voilà, il m'en faut pas plus pour avoir envie de lire cette série. Et en plus ça parle quand même d'une maladie du sommeil, l'insomnie. Alors c'est l'exact opposé de la maladie que j'ai moi, puisque moi je suis hypersomniaque, je dors beaucoup trop et je suis jamais en fait en forme, je suis toujours fatiguée malgré le fait que je dorme beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, je ne peux pas faire autrement, mais du coup je suis quand même fatiguée, alors que les insomniaques eux dorment très peu et sont toujours fatigués. Au final on est tous toujours très fatigués, sauf que quand on est hypersomniaque ça nous prend en plus je ne sais pas combien d'heures, voilà, c'est vraiment très chiant, mais c'est pas grave, c'est déjà un titre qui parle d'une maladie du sommeil, donc forcément ça va m'intéresser. Il va sûrement y avoir une histoire d'amour, l'auteur raconte très bien les histoires, il m'en faut pas plus, voilà, vous le savez, je vais craquer sur celui-ci
ça ne fait aucun doute. Le titre suivant c'est Kuma 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 Beer, qui est un shonen publié chez Meian en cours avec 6 tomes. C'est un isekai, mais comme il y a des ours, et bien moi j'achète direct, je me pose pas de questions. On va suivre dans ce titre Yuna, qui est une gameuse et une boursicoteuse qui est H24 dans son appartement. Un jour qu'elle refuse d'utiliser un nouvel item d'ours qu'elle vient d'avoir en cadeau dans un jeu, elle va se retrouver téléportée et elle va être vêtue de ce costume d'ours surpuissant. Elle va devoir survivre dans ce monde qu'elle ne connaît pas et découvrir ce qu'elle vient y faire. Pour la question de la survie, ça va pas être trop compliqué puisque son costume d'ours la rend invincible. Ça a l'air tout simplement génial. Après, je vous avoue que je ne suis pas du tout objective parce que moi, à partir du moment où il y a des ours, je signe, j'achète sans regarder. Donc voilà, faut peut-être pas m'écouter sur ce coup-là, mais ça a quand même l'air très très cool. C'est clairement le genre de téléportation et d'isekai dans lequel je voudrais vivre. Mais le truc ne m'arrivera jamais puisque moi, si dans un jeu on m'offre un costume d'ours, tout de suite je le mets sur mon personnage et donc du coup je ne vis pas cette aventure. Donc du coup c'est dommage, mais franchement être téléporté dans un costume d'ours trop mignon avec des pouvoirs invincibles, bon bah je me pose pas de questions, je signe aussi, hein. Comme pour le manga là, je signe, voilà. Moi les ours, j'adore ça, donc je signe, je suis comme ça, voilà. Je suis un pigeon, vous le savez, de toute manière je suis pas un pigeon que pour les ours, je suis un pigeon parce que j'achète des tonnes de trucs, donc ça ne doit pas trop vous étonner que je sois un pigeon pour un truc que j'adore. Voilà, j'ai pas d'autres infos à vous donner sur le titre puisque je ne l'ai pas lu, que j'ai pas trouvé d'infos, que j'ai pas réussi à avoir des scans et tout ça, donc du coup je vous retrouverai sur mon Instagram pour vous en parler bientôt quand je l'aurai, et puis peut-être sur la chaîne si vraiment j'ai un coup de cœur je vous le présenterai aussi. Le titre suivant aurait pu aussi être un chouchou couverture puisque la couverture est vraiment très belle, c'est L'enfant du dragon fantôme, c'est publié chez Komiku et c'est en cours avec un tome et c'est un seinen. Ce titre se passe dans la forêt de l'abandon où on vient se débarrasser des choses que l'on ne veut plus et c'est là que va être abandonnée la petite Eve qui va être recueillie par un dragon qui est mourant. Et c'est cette drôle de famille qu'on va suivre dans ce titre. J'ai pas trouvé plus d'informations que ça donc je peux pas vous en dire beaucoup, mais ça a l'air d'être un petit peu un titre dans le genre de Somalie et l'esprit de la forêt. Alors comme Somalie et l'esprit de la forêt, eh bien c'est arrêté pour l'instant puisque l'auteur est malade, eh bien c'est parfait qu'il y ait ce titre qui arrive puisque ça va me permettre de remplacer un titre que j'aime beaucoup. J'espère juste que les dessins seront aussi beaux. Dans ce que j'ai pu voir comme avis, ça parlerait de respect de l'autre et des différences, d'écologie. C'est des sujets qui m'intéressent aussi, donc du coup ça fait vraiment que rajouter au fait que j'ai envie de découvrir cette série, et ça fait partie des séries que je suis quasiment sûre de prendre ce mois-ci parce que j'adore la couverture. Je suis capable d'acheter des mangas juste grâce à leur couverture, oui, mais je vous ai déjà dit que j'étais un pigeon, non? En vrai, de toute manière, je suis rarement déçue par les titres de chez Komiku, donc de toute façon, je suis quasiment certaine que je vais aimer. Et non, je n'essaye pas de me trouver des excuses. Je ne sais pas si vous êtes encore là et il reste encore 5 titres, donc je vais me dépêcher de terminer. Le prochain titre c'est un seinen qui est publié chez Delcourt Tonkam, c'est terminé en 3 tomes et c'est Survivors Club. On part encore sur un tout autre genre puisqu'on va avoir du suspense et de l'horreur. Il y a 3 ans, un élève victime de harcèlement a décidé d'en finir et est venu dans son lycée avec un gilet d'explosifs. Il a semé la mort autour de lui en même temps que son suicide, mais il se pourrait que cet élève n'ait pas agi seul puisque personne n'arrive à savoir comment il s'est procuré l'explosif. D'anciens camarades vont tenter de résoudre ce mystère et il ferait bien de se dépêcher puisqu'une jeune fille vient de reproduire la même scène dans un lycée privé. On est sur la thématique du harcèlement scolaire et du meurtre de masse à l'école et en même temps on a un titre d'horreur. Franchement, il va falloir que l'auteur soit bon pour pas que ça soit un sujet casse-gueule parce que là, ça peut très rapidement devenir nul. Et en même temps, ça peut aussi être très intéressant si c'est bien fait, donc je feuilleterai ce titre avant de l'acheter parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui est purement horreur et qui a aucune réflexion derrière et qu'en fait on sert de la thématique du harcèlement pour excuser des choses et tout ça, enfin voilà. Donc à voir, mais ça peut être aussi bien un truc très bien qu'un truc très nul. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis extrêmement preneuse. Le titre suivant est aussi publié chez Delcourt, c'est Elfenlight, c'est un seinen terminé en 12 tomes. Lucie est un être créé par les humains, c'est une Diclonius. Créée totalement en laboratoire sous haute surveillance, elle fait partie d'une nouvelle race extrêmement dangereuse. Un jour, elle va parvenir à s'échapper en tuant tout le monde derrière elle et elle va faire la rencontre d'un homme et de sa cousine qui ignorent tout de qui elle est. Le résumé
est vraiment mystérieux et en même temps très intriguant et ça me donne très envie de savoir de quoi ça va parler. J'imagine déjà plein de choses. Je pense qu'on va aborder la thématique de savoir si Lucie, un être créé en laboratoire, peut être humaine, peut avoir des sentiments. Peut-être même la question de savoir si on peut lui pardonner d'avoir tué tout le monde parce qu'elle s'est échappée d'un endroit où elle était retenue entre guillemets contre son gré. Donc du coup, est-ce que c'est mal ce qu'elle a fait, est-ce que c'est bien? De toute manière, il y a 5 lignes de résumé et je me pose déjà 10 questions. Donc ça veut dire que le résumé déjà d'un est bien fait et de deux que l'histoire doit être très intéressante. Vous avez déjà compris que ça a extrêmement piqué ma curiosité. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire le manga, sachez qu'il existe un animé qui est déjà disponible chez Kazé, donc vous pouvez déjà vous le procurer en DVD. Et pour ceux qui ont déjà lu le titre, et bien c'est pareil, dites-moi votre avis en commentaire parce que j'ai très envie de savoir si les questions que je me pose ont déjà un petit peu de sens ou si je suis complètement à côté de la plaque. On passe dans un registre beaucoup plus léger avec le titre suivant qui est publié chez Soleil Manga. C'est un shoujo qui est en cours avec 10 tomes et c'est 3 yakuza pour une otaku. Si le titre m'a fait immédiatement penser à un titre de film porno ou un titre de hentai, je vous rassure tout de suite, ici on est sur du shoujo. Alors après, je vous avouerai que j'ai pas été vérifier s'il y avait un hentai ou un film porno qui portait le même nom. Je vous laisserai faire vos petites recherches de votre côté, moi ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pour ce qui est de ce titre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sakura et qui un jour va sauver la vie d'un vieil homme et sans le savoir, eh bien cette action va bouleverser son quotidien d'otaku gameuse. Ce vieux monsieur est en fait un yakuza qui va promettre la succession de son clan à celui de ses petits-fils qui parviendra à ravir le cœur de sa sauveuse. On n'en sait pas plus avec le résumé, mais ça a quand même l'air très marrant et un petit peu éloigné des shoujo qu'on a habituellement. Alors peut-être finalement que ça va se finir en milieu scolaire, mais pour l'instant, avec le résumé, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression qu'on va avoir une histoire plus dynamique avec de l'action, puisque c'est quand même des yakuza. Et puis, on nous prévient tout de suite qu'il y aura déjà un triangle amoureux, même un quatuor, puisque eh bien, il y a 3 garçons et une fille. J'imagine que les 3 garçons vont tomber amoureux de la fille et que la fille va pas savoir quoi choisir. Je pense que sur ça va pas être très surprenant, mais je pense que ça peut quand même être sympa à lire, très rafraîchissant, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'humour. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine le manga, donc c'est une affaire à suivre. Je ne sais pas si je me trompe ou si j'ai raison, mais j'y jetterai un coup d'œil pour voir. Le titre suivant est un seinen publié chez Akata. La série est en cours avec 3 tomes et c'est Je crois que mon fils est gay. Dans celui-ci, on va suivre le quotidien d'une maman au foyer qui tente de créer les conditions optimales dans sa famille pour que son fils, qui est homosexuel et qui le cache, puisse bien se sentir bien et pourquoi pas un jour se livrer à elle en sachant qu'il ne sera pas jugé. Le sujet peut être très intéressant. Après, ça peut être aussi un sujet casse-gueule, mais je pense que si Akata l'a sélectionné, c'est parce qu'il est bien foutu, puisqu'ils sont assez forts sur ce domaine, donc du coup je leur fais confiance. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu toujours peur des titres comme ça, parce que comme je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas bien placée pour juger si un titre il est bien fait ou pas. En fait, j'ai jamais fait mon coming out, puisque je ne suis pas concernée, donc du coup je peux trouver qu'un manga il est bien fait et que ça a l'air réaliste, et en fait que quelqu'un qui l'a vécu me dise non mais en fait c'est pas possible ce qu'ils sont en train de raconter. Je pense que ça va pas être le cas, en tout cas j'espère, et franchement je suis quasiment sûre que si Akata publie ce titre, c'est qu'il est bien foutu, et donc du coup j'ai hâte de le découvrir et de voir tout un sujet que je ne connais pas du tout et qui est très intéressant. Si vous êtes encore là, je vous remercie très fortement du fond de mon cœur. Je passe enfin au dernier titre pour aujourd'hui, qui est un titre de chez Meian terminé en 2 tomes. C'est un seinen avec du ecchi et c'est Anna et la bête. Il s'agit d'une espèce d'isekai où une femme va se retrouver malgré elle dans un monde peuplé de thérianthropes. Et qu'est-ce que c'est un thérianthrope, me diriez-vous? Eh bien je ne savais pas, donc j'ai été chercher sur internet, et en fait c'est un humain qui a une apparence animale, que ce soit à moitié, en partie ou entièrement. Et dans cet univers, il semblerait que les humains ont des apparences de loups. Et normalement, les liens entre le monde des humains et le monde des thérianthropes n'est pas autorisé. Donc Anna n'a rien à faire là-bas. Et elle va croiser la route de Sanati qui, plutôt que la dénoncer, va la prendre sous son aile. Et s'il va faire ce choix, c'est pas par pure bonté d'âme, c'est parce qu'il la trouve sacrément canon. Le titre a l'air vraiment déjanté, complètement barré et extrêmement bizarre, mais il a titillé ma curiosité, et comme il est terminé en 2 tomes, je me dis que même si je le prends et que j'aime pas trop, je ne prends pas non plus un énorme risque. En plus, il semblerait que sous ces airs légers et un petit peu érotiques, ça parle aussi de la différence qu'il y a dans notre monde à nous. Il n'y a pas besoin d'avoir des thérianthropes pour avoir des différences, et du coup si ça c'est abordé, ça peut être aussi très intéressant. Et du coup je me laisserai forcément tenter, je pense. J'espère que les dessins seront cool, on verra. Et
je m'arrête là parce que eh bien, cette vidéo a duré assez longtemps. J'espère que je vous aurai permis de découvrir des titres que vous n'aviez pas encore sur votre radar. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré ce mois-ci, s'il y a des trucs que j'ai pas parlé. J'ai quand même parlé de beaucoup de choses, donc je serais très étonnée d'avoir raté quelque chose, mais n'hésitez pas à me le dire. Et puis ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai en retourner une autre. J'espère que je ferai une What New pour le mois de juin, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Donc on verra, je ferai comme je peux. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous. Si vous êtes encore là, je vous fais un gros bisou, je vous dis merci et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.